À tous. Donc, la semaine dernière, c'était la reconfiguration de l'hégémonie bourgeoise dans l'entreprise après la révocation du compromis fordiste à l'issue des Trente Glorieuses, tournant des années 70-80. Et nous avons vu le commencement de cette histoire, c'est-à-dire la description du contexte sociopolitique à la Libération, et après le compromis fordiste en tant que tel, une description du compromis fordiste. Aujourd'hui, ce sera le tournant du néolibéralisme, année donc 70, tournant des années 70-80, et puis la description de l'affaiblissement des défenses du monde du travail qu'on va observer tout au long des années 80, 90, 2000. Avant de commencer, je fais une observation, une remarque, parce que la fois dernière, il y a des personnes qui sont venues me voir à propos de la question compromis fordiste et fordisme. Alors, c'est vrai que cette expression de compromis fordiste, je l'emploie beaucoup. Déjà l'année dernière, enfin bref, c'est toute une époque, une trentaine d'années après la Libération. Et quand je parle de compromis fordiste, je l'associe toujours avec le contexte international, c'est-à-dire le fait que à la Libération, on a ce qu'on appelle un système socialiste étendu. Il y a tout un tas de pays qui sont tombés dans l'escarcelle de l'URSS. Et j'explique toujours qu'il faut éviter que les peuples ne s'entichent du communisme, et donc le système libéral doit offrir un visage attractif. Bon, ça c'est mon discours. Autre chose est quand on passe de cette notion de compromis fordiste à la notion de fordisme. C'est autre chose. Le fordisme, c'est... mais je vais juste évoquer des petites choses aujourd'hui. Il faudra qu'on y revienne parce que ça vaut vraiment la peine d'être étudié de près. Le fordisme, c'est une pratique économique de relation avec les salariés qui consiste, vous savez, je l'ai dit la fois dernière, c'est les fameux $5 a day, 5 $ par jour. C'est Henry Ford, bien, mais il faut creuser, parce que Henry Ford, quand il fait ça, une voiture pour chaque travailleur, il licencie à tour de bras. Attention, il ne faut pas, il faudrait pas, si vous voulez, on y reviendra, hein, mais il ne faudrait pas en arriver à l'idée que Henry Ford c'était un gentil garçon. Non, non. Pas du tout. Donc, il faut regarder tout ça de près. Quand on dit le fordisme, c'est quelque chose qui a connu son heure de gloire brièvement, quelques années. Ça a été perturbé par beaucoup d'autres choses. Et ça s'est terminé, ça s'est mal terminé, le fordisme. À la Libération, le libéralisme avait à sa disposition ce concept, il l'a utilisé. Compromis fordiste. Voilà. Donc il ne faut pas aller au-delà de cette notion de compromis fordiste pour ensuite déborder sur le fordisme, sauf à regarder ça de près. Et ça le mérite
Donc je pense que l'année prochaine, je trouverai bien un mercredi pour faire l'histoire du Fordisme, et vous verrez, c'est pas coton. Avant de commencer, donc la prochaine séance, c'est le mercredi 7 juin. C'est une séance de synthèse, c'est pas une conférence, c'est comme la séance de synthèse de je ne sais plus quand, en novembre. C'est petites choses à grignoter, etc. Et en même temps, on va en profiter pour lever le voile sur le programme de l'année prochaine quand même. On va quand même pas que grignoter, on va essayer d'être un peu sérieux 5 ou 10 minutes. Ou un quart d'heure. Ultime séance conférence, c'est le 28 juin. Jean Roblin, prof de philo honoraire de Nice. Le marxisme, virgule, idéologie dominée des dominés. Donc, idéologie dominée, là c'est EE. Dédominé, là c'est ES. Ok? Et maintenant, le tournant du néolibéralisme, on y va, bille en tête. Donc la deuxième moitié des années 70 et surtout les années 80 vont permettre de rétablir l'ordre dans les entreprises et de commencer à orienter le partage de la valeur ajoutée beaucoup plus vers les profits plutôt que vers les salaires, vers le travail. D'autre part, va s'installer la peur du chômage qui va calmer les esprits des gueux. Cette peur va aussi aider les mêmes gueux à s'engager sérieusement et hardiment dans le travail. Sinon, vous connaissez la chanson, hein, c'est la porte et le chômage. Il y en a des dizaines qui attendent. Donc, voilà, il s'agit d'obtenir que ce qui n'a pas été le cas dans la période antérieure. On l'a vu. Hein, le compromis fordiste, ça n'a pas fonctionné du point de vue de la paix sociale et de l'investissement des salariés dans leur travail. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Donc il s'agit enfin d'obtenir ça. Et donc on va faire tout ça sur de nouvelles bases. Non plus au nom d'un projet d'intégration collective et politique des travailleurs à l'ordre social, non plus au nom d'une visée de justice sociale, mais au nom d'un projet d'accomplissement de soi liant le culte de la performance individuelle et l'exaltation de la mobilité des conceptions réticulaires du lien social. Voilà. Conception réticulaire, on va retrouver ça, réticulaire, c'est réseau. Réseau. Mais pour de nombreuses personnes, et en particulier pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail, il y aura un prix à payer. Une dégradation forte de leur situation économique, de leur stabilité professionnelle et de leur position sociale. Voilà. Les transformations que nous allons décrire, elles vont revêtir des aspects multiples et variés, bon, qui sont, on ne peut pas tous les évoquer, bien entendu. En plus, autre élément de complexité, ils n'ont pas forcément la même allure selon que l'on considère une grande entreprise multinationale ou bien une PME, bien entendu. Hein. Le pourcentage d'entreprises qui appliquent les nouvelles mesures n'est pas le même selon la taille de l'entreprise. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est les résistances au changement qui se sont faites jour pendant la période.
Je vous renvoie sur ce thème des résistances au changement à Barbara Stiegler. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. C'est le titre de son livre, sous-titre sur un nouvel impératif politique. J'en ai fait un abrégé qui est disponible sur mon blog dans le site des Amis de la Liberté. C'est très intéressant. C'est une prof américaine. Donc, il y a eu donc ces résistances et elles ont été nombreuses, évidemment, parmi les travailleurs et même parmi le peuple en général. Et il y a donc eu forcément des différences entre l'affichage des organisations et les situations sur le terrain. Donc, tout ça est compliqué. Boltanski, vas-y. Il y a une catégorie de personnes qui n'étaient pas du tout concernées par ça, entre 70 et 80, c'est les gens de l'éducation nationale. On recrutait à tour de bras, on n'avait pas assez de profs, et les conditions de travail étaient plutôt correctes. Oui. Mais bon, ça n'enlève rien à ce que tu dis, mais il y avait quand même certaines parties où on se sentait moins concerné. Ah, tu as bigrement raison. Globalement, ça il faut le dire, une bonne fois pour toutes, dans les années 80-90, c'est encore des années au cours desquelles les services publics fonctionnent quand même assez bien, avec des financements corrects, et où ils sont préservés effectivement de la nouvelle, du nouveau management qui arrive dans le privé, bien entendu. Voilà. Les services publics, non. Et comme tu dis, il y a des recrutements à l'époque, etc. etc. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, les années 80-90, qu'on a tout un courant d'idées toutes faites, de pensées comme ça, de l'opinion publique qui quand même tape sur les enseignants et les ducnates pour dire qu'ils sont paresseux, ils ont beaucoup de vacances, ils ont 3 mois de vacances, et ci, et là, et machin. Et bon, les profs, en gros, ils ferment leur... Parce que... Non, moi je leur disais ce que je pensais. Essayer de faire classe dans une troisième difficile. Oui, je ne crois pas de toute façon. Après, c'est le problème, c'est de ne croire pas à la réalité. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a cette espèce je sais bien, mais moi je t'ai expliqué, écoutez, si on n'avait pas ça, il y aurait encore plus de gens en dépression. Ouais. Tu étais d'accord avec moi pour dire que c'est une époque où... Oui, même 70 déjà, 70 à 80, on recrutait, on n'avait pas ça. Alors, sur le tournant néolibéral, donc, je vais aborder successivement la question de la flexibilité, ce mantra de la flexibilité qui arrive à cette époque-là, dans la flexibilité dans l'entreprise, dans le tissu productif, on va voir ça, ces deux aspects. Et puis d'autre part, donc, toute une série de transformations du travail lui-même dans l'entreprise, la précarisation de l'emploi, la contribution des pouvoirs publics à cette précarisation, la dualisation du salariat, les licenciements collectifs, l'accroissement de l'intensité du travail, etc. etc., etc. Hein? Deuxième aspect. Donc le premier aspect, c'est la flexibilité. C'est dans les années 80 que l'on commence à entendre parler de flexibilité dans l'entreprise et dans le tissu productif aussi. C'est le premier grand mantra du système. Qui permet de reporter sur les salariés, mais aussi sur les sous-traitants et autres prestataires des services, le poids de l'incertitude marchande. Donc, flexibilité interne, c'est quoi? C'est la polyvalence, c'est une première forme. Si un ouvrier peut faire différentes choses, hein, s'il peut passer d'un poste à un autre, c'est une forme de flexibilité. L'autocontrôle, c'en est une autre. Puisqu'il fait quelque chose, mais il se rend compte lui-même que ça peut être amélioré, donc il s'y met tout seul, il attend personne pour le lui dire, il le fait. Et puis, c'est aussi il y a un autre aspect, c'est l'autonomie
la structure lui laisse une marge de manœuvre substantielle pour apprécier comment, quand il fait les choses, etc. La flexibilité dans le tissu productif, c'est différent. C'est sous-traitant, intérim, travailleurs indépendants. Aujourd'hui, on dirait les auto-entrepreneurs. Évidemment, à l'époque, ça n'existe pas du tout. Le temps partiel, les horaires variables, etc., etc. Les contrats à durée déterminée. Les contrats à durée déterminée, c'est une forme particulière. Je vais la mettre dans l'autre partie. Alors, flexibilité dans l'entreprise, ça, c'est la rupture avec le taylorisme. Elle est entamée dès les années 70, elle va se poursuivre dans les années 80, à des rythmes qui varient selon les situations. Là, je n'entre pas du tout, petites et grandes entreprises, je n'y entre pas. Parmi les innovations les plus importantes, Boltanski et Schiapello, qui constituent toujours le support documentaire de ces conférences, ils relèvent la régression des horaires fixes. Vous allez voir que ce n'est pas une petite évolution. En 1991, 52% des salariés sont en horaire fixe. Oui, mais ils étaient 65% en 1978, vous voyez. Donc on passe de 65 à 52. Donc 13 points d'horaire fixe perdus en peu d'années. Et l'évolution, elle est plus sensible chez les salariés haut placés, chez les cadres, que chez les autres. Deuxième élément, le développement de la polyvalence. Je l'ai un tout petit peu dit là. Entre 87 et 93, en juste 6 ans, la part des ouvriers réalisant des tâches d'entretien à côté de leur job principal passe de 56 à 66%. En 6 ans, j'insiste, c'est peu. Et celle des ouvriers faisant du contrôle qualité passe de 41 à 58 en 6 ans. Il faut imaginer derrière le rentre-dedans de la hiérarchie, c'est ça qu'il faut imaginer. Ça, c'est des chiffres, c'est sec, mais il faut imaginer le rentre-dedans derrière. Il n'y a pas besoin parce que dans l'industrie, il y a le bonus. Et les pièces qui sont défectueuses, elles sont soustraites du bonus. Elles sont soustraites du bonus. Donc l'État, il est pénalisé financièrement. Donc il est motivé pour reprendre ses propres bêtises et les modifier avant que ça arrive. Il est motivé. Il est motivé. Troisième point, le développement de la formation permanente. Alors c'est lié aussi à un autre truc, c'est la révolution des ressources humaines et du capital humain. On l'a évoqué la semaine dernière. Donc je n'y reviens pas, mais c'est aussi l'époque où on commence à thématiser dans toutes les directions cette histoire de capital humain et ça se traduit dans les hiérarchies par les directeurs des ressources humaines. Bon, je n'y reviens pas. Alors, développement de la formation permanente lié à ça, entre 77 et 89, 12 ans, la proportion d'entreprises envoyant un salarié en formation passe de 33 à 50%. Un chercheur comme Thomas Coutreau estime qu'en 1992, environ 20% des établissements ont largement mis en œuvre les innovations organisationnelles associées au troisième esprit du capitalisme, ce qui n'en fait déjà plus un phénomène marginal. 23% étaient organisés en juste à temps, 34% utilisaient des cercles de qualité et 27% avaient supprimé un niveau hiérarchique. 11% mettaient en œuvre des normes de qualité de type ISO 9001, tout ça, et 11% des groupes autonomes. Donc, ce ne sont quand même pas des pourcentages ridicules du tout. Hein. Et donc il y a eu toute une série d'actions derrière tout ça. Donc voilà pour la flexibilité interne. La flexibilité dans le tissu productif,
On peut citer à ce titre le développement de la sous-traitance, ça c'est le plus spectaculaire, entre 1974 et 91, donc 17 ans, je crois. La sous-traitance stricte passe de 5 à 9% du chiffre d'affaires industriel, de 5 à 9. Si on envisage la sous-traitance élargie, alors sous-traitance élargie, c'est un donneur d'ordre qui achète auprès de fournisseurs des pièces ou des sous-ensembles ou des services. Typiquement, gardiennage, restauration, par exemple. Et pas des choses qui sont propres au process de production. Hein, gardiennage, restauration, des choses de ce genre. Donc, si on envisage la sous-traitance élargie, les nombres sont à peu près doublés par rapport à la sous-traitance stricte. Et on voit aussi apparaître progressivement ce que l'on va appeler la sous-traitance de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau. Vous savez ce que c'est? Alors, le sous-traitant de premier niveau, moi je sous-traite sur Helmut sous-traite sur Mireille, et Mireille sous-traite sur Nicole. Et moi, je vais travailler Donc, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Cela contribue à diluer les responsabilités, évidemment. Hein. Et donc, on ne sait plus qui fait quoi, etc. Les etc. centrales nucléaires, c'est les cas. Et ben, oui, probablement. C'est là aussi qu'on a constaté de plus en plus de malfaçons. Et oui, et oui. On Parce sait qu'il y avait plus qui du fait personnel qui n'était pas qualifié. quoi. On Hein. sait plus qui fait quoi. Vous parlez des centrales nucléaires, on Moi, a j'ai vu vu. une Hein. émission, des fois dans les dos. Hein. Ah oui, 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 oui. Mais y compris dans le nucléaire, c'est sûr. Hein. C'est vrai que c'est ça qui fait froid dans le dos. Après la sous-traitance, l'intérim, énorme évolution également. En 97, le taux de recours à l'intérim est de 5% dans la construction et de 4,3% dans l'industrie. Mais comme 85% des missions d'intérim concernent des emplois d'ouvriers seulement, le taux de recours pour ces emplois sont bien plus élevés. C'est l'intérim pour les emplois d'ouvriers qu'il faut regarder, et pas global. Il y a les taux de retour, de recours aussi. Oui, les taux de recours pour ces emplois sont bien plus élevés. Je ne suis pas mon texte, et pof, je suis tombé dans le piège. Vas-y, à toi. Mais c'était exactement ce que tu devais dire. Oui. Ensuite, il y a, C'est vraiment très il y a compliqué les d'en faire. établissements. Les Les établissements. souffleurs, ça existe toujours. Alors. Alors, les établissements de travail temporaire sont passés de 600 en 1968 à 1500 en 1980, puis à 4900 en 96, etc. Et c'est monté. Je n'ai pas la statistique actuelle. Comme conséquence de ces deux premiers points, la sous-traitance et l'intérim, on assiste au développement des services aux entreprises. Un tout petit peu dit avec gardiennage et puis je ne sais plus quoi. Entre 75 et 90, la part des services aux entreprises dans l'ensemble des services marchands passe de 14 à 21%, plus 50%, 14 plus 7. Hein. Par exemple, entre 1978 et 1998, la part des entreprises de nettoyage dans les travaux de nettoyage des entreprises passe de 25 à 40%. On pourrait faire des constats similaires pour le gardiennage, la blanchisserie, la restauration, les transports, etc. Et sûrement d'autres choses, gardiennage de nuit, enfin, tout un tas de trucs. Une livraison. Alors, livraison, c'est plus actuel aujourd'hui. On va voir arriver aussi les services de concept. On appelle ça à l'époque les services de concept. C'est quoi? C'est toutes ces petites entreprises qui proposent des conseils, des études, de la recherche, des services informatiques ou des services juridiques ou des services comptables. Donc, c'est services de concept, tout ça. Hein, on appelle ça comme ça. Donc, ça arrive à ce moment-là.
Et arrivent aussi à ce moment-là les services de location de biens. Location de grues. Alors, ça commence par location de biens aux entreprises et assez vite, très vite, ça va diffuser sur la location aux particuliers. C'est à ce moment-là, années 80, le particulier commence à louer une tondeuse ou une perceuse, des choses comme ça. Boltanski et Chiapello notent que toutes ces activités sont souvent le fait de petites entreprises, ces petites entreprises de concept. Par exemple, entre 1975 et 1996, la part des effectifs dans les établissements de plus de 500 salariés régresse de 21 à 11%. Vous vous rendez compte 75-96 en 21 ans. La part des effectifs dans les établissements de plus de 500 salariés régresse de moitié. De moitié. Tandis que les établissements de moins de 10 salariés passent, eux, de 18 à 26. Donc, plus 50% aussi. Les petits établissements sont plus nombreux, donc, mais quand même, nuance, beaucoup dépendent d'un groupe. On estime qu'à cette époque, un emploi sur 3 dans les PME dépend d'un groupe, années 80. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a un élément aussi, parce que je l'ai connu dans les bâtiments, quand on dépasse 10 salariés, on peut avoir un délégué syndical, en dessous, non. Donc ça gêne le patronat. Et moi, je connais des patrons des grosses boîtes du bâtiment qui ont créé plein de petites unités. Voilà. Après, ceux qui ont des grosses unités, pareil, alors je ne sais plus la loi, je n'ai pas trop suivi sur les comités d'entreprise, c'est 49 salariés. Ouais. Mais moi, je connais, j'ai fait la villa pour un gars qui a 200 ouvriers, il a créé 4 pôles, Strasbourg, Bordeaux, Saint-Laurent-du-Var et Grenoble, qui a moins de... Comme ça, il n'y a pas le problème du comité d'entreprise et de permettre aux syndicalistes d'en connaître un peu plus dans l'entreprise. Sur ce qui se passe. Moi-même, j'ai été secrétaire du comité d'entreprise et je peux vous dire que si on s'investit, on apprend beaucoup de choses. Qui malheureusement aujourd'hui, on joue plus les activités touristiques, voyages, qu'autre chose. Social. Il y a l'autre aspect, là aussi j'étais assez surpris, peu de syndicalistes participent au conseil d'administration de l'entreprise. Moi, tout jeune, j'ai participé. Alors, c'était des réunions un peu bidons. Enfin, on n'avait pas toute la vérité. Après, les vrais sociétaires s'organisaient à part. Mais c'est à travers ça que j'ai appris la liquidation de la loi marine à la Boca. On va y venir sur cet aspect. Il y a un passage. Parce qu'il y a un truc. Tu parlais de la location. Pourquoi les entreprises louent de plus en plus? C'est pour le bilan. Hein. C'est parce que c'est un problème financier. Ouais. Si vous achetez une voiture, elle va être amortissable en 5 ans. Un ordinateur en 3 ans. Bon, on ne loue pas les ordinateurs parce que c'est pas trop cher. Mais le fait de louer une voiture en ce qu'ils appellent, je ne sais plus comment... Leasing. Leasing, le loyer est amortissable de suite. Donc dans votre bilan, vous n'avez pas à attendre l'amortissement. Et c'est des charges, ce sont des charges. Et donc, Ce sont des charges. voilà, c'est des charges en fin de compte. Tandis que le reste, c'est un investissement. Voilà, ce qui vous permet en réalité de profiter de plus de profit, c'est-à-dire le bien de cette voiture, parce que si vous achetez la voiture, vous allez faire plus de bénéfices et payer plus d'impôts sur la société. Bon, moi, vous savez que je gère quelques sociétés bénévolement, mais je joue là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, j'en viens maintenant, mais on va y revenir là-dessus. J'en viens maintenant aux transformations du travail proprement dites. Donc, la précarisation de l'emploi d'abord. D'abord, la précarisation. Un quart des établissements innovants, qui se prétendent innovants dans les années 80, ont à la fois licencié et recruté du personnel d'une même catégorie. Ce qu'il faut interpréter, dit Thomas Coutreau, comme une plus grande sélectivité
dans la gestion du personnel. Une rotation, hein, une rotation sur les emplois. Pour autant, le taux de rotation des effectifs totaux de ces établissements reste faible, ce qui est une énigme. Ce que Coutreau analyse comme le résultat d'une volonté plus ou moins forte de fidélisation de la part de l'employeur. Ce que suggèrent ces données, c'est qu'en fait, dans ces établissements, on aurait un noyau dur de travailleurs précaires, de postes auxquels sont affectés des travailleurs précaires, hein, parce que travailleurs précaires, il faut remonter au poste. Donc de postes auxquels sont affectés des travailleurs précaires, et à côté, un noyau dur de travailleurs stables, fidélisés, avec des anciennetés. Ben, c'est le commerce, c'est les Voilà. emplois du commerce, c'est ça. Donc on aurait ces deux noyaux durs, un noyau dur d'emploi auxquels sont affectés des travailleurs précaires et un noyau dur de salariés affectés à des postes. Mais C'est l'inverse. avec une qualité professionnelle. Avec- Je le vois dans le bâtiment, Avec, il y a des entreprises qui ont une dizaine de salariés fixes, enfin, ça fait longtemps, mais c'est des vrais pros. Puis après, alors vous avez les auto-entrepreneurs, vous avez les intérimaires, c'est ça. qui souvent n'ont pas de formation C'est professionnelle. ça. C'est ça. Quoi qu'il en soit, si on prend le bloc intérimaire, stagiaire, CDD, c'est un peu différent, hein, c'est un peu... Je mélange des torchons et des serviettes. Mais intérimaire, stagiaire, CDD, ils sont passés de 600 000 en 1978 à 1,2 million en 1989, donc 11 ans plus tard, c'est beaucoup, et à 1,6 million en 1995, juste 6 ans plus tard. C'est pas plus, c'est sûr. Hein? Il me semble que c'est- Non, ce sont des données du ministère du Travail. Donc, à cette époque-là, ce bloc, il représente 9% des salariés. 9%. Hein, ce qui est pas négligeable du tout. S'agissant du temps partiel, eh bien, vous savez ce que je vais dire là, c'est que c'est un phénomène féminin à 82%. Donc là, c'est le temps partiel, c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas envisager globalement. Il faut parler que des femmes, donc 82%. Et avec quoi il se cumule le temps partiel? Avec l'intérim. Temps partiel et intérim, c'est spécialité féminine. À noter la contribution de l'État à tout ça. L'État ne reste pas inerte. C'est ce que relève Alain Supiot dans un numéro de la revue Droit social de 1997. Suppression du contrôle administratif de l'emploi. Recul de la loi au profit de la conventionnalisation, notamment en matière de temps de travail. Facilitation de la révision à la baisse des droits individuels et collectifs des salariés. Réduction de la représentation du personnel, délégation unique. Multiplication des dérogations au principe de l'emploi à durée indéterminée, encouragement du travail à temps partiel ou intermittent, présomption de non-salariat, là c'est la loi Madelin. Voilà. Mesures auxquelles se sont ajoutées, dit également Supiot, des mesures de subvention de l'emploi facilitant en partie la flexibilisation, puisque les emplois subventionnés constituent l'archétype du travail à bas prix et avec faible protection. Tout cela, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Tout cela au nom de la critique libérale qui voit dans le droit du travail, le principal obstacle au respect du droit au travail. Ça, c'est le discours patronal. Hein. Le droit du travail, ils nous disent tous qu'ils sont d'accord. Le droit au travail, ils nous disent tous qu'ils sont d'accord. Ah ouais, mais malheureusement, le droit du travail nous met des bâtons dans les roues. Autre remarque qu'il faut faire également, c'est que tout ce que je viens de dire
aboutit à un résultat global qui est ce que l'on appelle la dualisation du marché du travail, du salariat, du marché du travail. C'est tout pareil. C'est-à-dire que vous avez, on l'a effleuré tout à l'heure, avec le noyau dur de salariés stables et le noyau dur d'intérimaires, etc. C'est ça la dualisation. Dans l'entreprise, vous avez les deux catégories de salariés. Alors, des salariés donc qui sont dans des conditions extrêmement différentes que donc tout oppose. D'un côté, une main-d'œuvre stable, qualifiée, bénéficiant d'un niveau de salaire relativement élevé, et plus souvent syndiquée dans les grandes entreprises. De l'autre, une main-d'œuvre instable, peu qualifiée, sous-payée, et faiblement protégée dans les petites entreprises dispensatrices de services annexes. Tous ceux qu'on a cités tout à l'heure. Donc il faut aussi signaler une chose par rapport à tout ça, qui paraît lourd, qui paraît protéiforme, etc., avec des chiffres qui sont souvent élevés, des pourcentages d'évolution élevés. Eh bien, ces évolutions, entre les années 50-60, on va dire, et 80-90, elles se sont faites sans qu'on ne les voie. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais dans cette partie-là à l'époque, professionnellement parlant, j'étais branché sur le socio-économique, l'emploi, le travail, etc., etc. On n'a rien vu. Et on a fini par s'apercevoir de tout ça avec le temps, avec des études qui ont fini par sortir de l'INSEE et ainsi de suite, hein, même le ministère du Travail, etc. Un beau jour, on s'est réveillé, on a changé de monde du travail, on a changé de salariat, on a changé, etc. Bon. De son côté, un autre observateur du monde du travail, Christophe Dejour, dont on reparlera une autre fois, pointe les situations extrêmes. La sous-traitance en cascade conduit à la constitution d'une réserve, entre guillemets, de travailleurs voués à la précarité constante, à la sous-rémunération et à une flexibilité hallucinante de l'emploi, les obligeant à se précipiter d'une entreprise à l'autre, d'un chantier à l'autre, habitant des locaux de fortune, des baraquements, quelques distances de l'entreprise, des roulottes même, etc. Et Dejour ajoute: ces travailleurs que rencontre le personnel statutaire de l'entreprise, chargé de la surveillance des travaux et du contrôle, provoquent à leur tour la méfiance, le dégoût, voire la condamnation morale. Voilà. Les grands discours sur... Alors, tiens, Dejour, on en reparlera l'année prochaine. Dejour, c'est l'un des chefs de file d'une discipline qui s'appelle la psychodynamique du travail. Il est au CNAM, à Paris, et il publie pas mal les résultats de ses recherches. Et je vous présenterai une synthèse de ses recherches l'année prochaine sous le thème du travail aliéné. Donc il décrit le travail. Alors lui, ses descriptions, c'est les années 90-2000, 80-90. Son matériau, c'est les années 80-90. Et je vous présenterai aussi les résultats d'un autre chercheur, François Dupuis, qui lui est vers les années 2000-2010. Lui, c'est sociologie des organisations, c'est une autre discipline, ce sera l'occasion de voir les différences entre deux disciplines qui sont quand même pas si éloignées que ça,
psychodynamique du travail, parce qu'on plonge dans l'entreprise, et sociologie des organisations, où on plonge dans l'entreprise aussi. Mais on ne regarde pas tout à fait les mêmes choses. C'est intéressant de voir d'une discipline à l'autre les différences. Donc, les grands discours sur l'employabilité des travailleurs sont à 1000 lieues des préoccupations de ces personnes-là, bien entendu, hein, qui sont dans l'intérim, dans la sous-traitance, etc., etc. Ils concernent des entreprises, en fait, qui sont vidées de leur personnel, avec juste un noyau dur qui reste, qui sont vidées de leur personnel le moins productif et le moins adaptable, et le reste se trouvant relégué dans des marges diverses et variées, les marchés précaires du travail. Et donc il faut voir derrière tout ça, évidemment, les drames humains, les difficultés personnelles, etc., etc. Je n'entre pas du tout là-dedans. L'année prochaine, je le ferai un peu plus. Là, je n'entre pas du tout là-dedans, mais c'est ça aussi qu'il faut voir. Au chapitre des transformations du travail, je mentionne aussi la question des licenciements collectifs. Les licenciements collectifs. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils constituent une voie de sélection du personnel. On a tendance à voir les charrettes, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a les charrettes, mais il faut creuser. C'est une voie de sélection du personnel dans l'entreprise. Vous avez deux catégories de licenciements collectifs. Vous avez le licenciement collectif, deux catégories de licenciement tout court. Vous avez le licenciement collectif pour motif économique. Et vous avez le licenciement individuel pour motif personnel. Donc, quand une restructuration ou un problème survient, le chef d'entreprise dispatche les personnes dans ces deux catégories-là. Pour le licenciement collectif pour motif économique, il doit fournir des critères de classement des personnes sur la liste. La liste, elle est numérotée de 1 à X. Et vous avez une personne en numéro 1, une personne en numéro X. Les critères, ça peut être la situation familiale, le nombre d'enfants, enfin, ça, ce sont des choses qui se négocient, plus ou moins, mais qui se négocient avec les syndicats au moment où les choses arrivent. Tout cela fait, me disent Botanski et Ciapello, que nombre de licenciements collectifs vient à une somme de licenciements pour motif personnel. Parce que le patron peut jouer sur les motifs de licenciement collectif en se disant, si je prends tel critère, je vais tomber sur 20 individus là, dans tel service. Ah ben je prends ce critère-là, parce que ces individus-là, ils me cassent les pieds, CGT ou je ne sais quoi. Donc je prends ce critère-là. Et c'est comme ça qu'on arrive, par approximation successive, à ce que les deux types de licenciements peuvent être entrecroisés de manière plus ou moins importante. Pour être complet aussi sur la question, il faut aussi évoquer la question des capacités de rebond des personnes licenciées. Ça, c'est un critère qui peut intervenir, capacité de rebond, c'est-à-dire la qualification de la personne. Va-t-elle trouver un emploi dans le bassin d'emploi, avec la compétence qui est la sienne, le diplôme qui est le sien, etc. Donc, un patron peut aussi prendre en compte cette affaire. Souvent, ce sera, en ce qui concerne des patrons constructifs, qui cherchent à maximiser le nombre de personnes qui peuvent rebondir. Un licenciement, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une procédure d'exclusion globale d'un paquet de personnes, c'est en fait plus ou moins, dans des proportions qui varient selon les situations, ça peut être
1, 2, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets, 6 paquets, voire plus encore, et pour obtenir au même résultat, mais en ciblant de manière, sous l'étiquette de licenciement collectif, en ciblant de manière très précise des personnes nommément, hein, des personnes avec les noms derrière. Oui. Oui, avec la privatisation du Crédit Agricole dans les années 80, ça a pris quelques années par la suite. Alors des experts sont venus de Paris pour reclasser le personnel, donc, et réorganiser. Donc il y a eu des postes qui ont disparu. Ils ont fusionné les services informatiques de Guadeloupe et de Martinique, qui dit fusion dit licenciement. Ensuite, il y a eu les cas de licenciement collectif, alors comme les postes disparaissaient, donc ils proposaient un certain reclassement. C'était très complexe. Et donc, ils ont créé un sous-traitant qui faisait de l'informatique, mais sans tous les agents qui étaient à l'informatique. Et donc, ça a posé d'énormes problèmes, ça a traîné par la suite. Et ils ont commencé à taper sur les plus anciens. Il y avait des primes d'incitation au départ à la retraite. Donc, beaucoup sont partis à 55 ans. Moi, d'ailleurs, oui, j'ai profité, il y avait des sacrées primes pour qu'on s'en aille. Et il y a eu des licenciements en Guadeloupe, en Martinique, et même dans toutes les caisses régionales. Oui. En France, il y a eu de gros licenciements. Vous avez dû sûrement entendre parler de ces affaires-là à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Et donc, les postes disparaissaient, et donc déclassés, on touchait trop d'argent. Voilà. Coûtait trop cher. Donc, il fallait diminuer la charge salariale. Voilà. 55 ans coûtait trop cher. Voilà. Donc, on a envie de se dire, pendant ce temps-là, pendant que ce genre de choses se produisait, les salariés sur les emplois stables, non menacés, dans les entreprises sans problème, eh bien, on a envie de se dire, eux, ils étaient heureux comme des papes. Eh bien non, bien sûr que non. Il faut savoir que depuis 1982, même si vous n'avez pas de plan de licenciement, etc., les conventions collectives peuvent aussi bien améliorer que dégrader les conditions des salariés. Depuis 1982, j'insiste sur la date, hein, parce que, bah oui, j'insiste lourdement sur la date quand même, la gauche venait d'arriver au pouvoir et elle a fait ça. Et elle était toute fraîche. Et, voilà. Donc, les conventions collectives peuvent aussi bien dégrader qu'améliorer les conditions des salariés, y compris en revenant sur des exigences formulées par des dispositions légales ou des conventions collectives étendues. Convention collective étendue, je vous dis ce que c'est. C'est une convention collective qui a force de loi et s'impose donc à toute entreprise du secteur concerné par son champ d'application. Bien. Eh bien, même ces conventions collectives pouvaient être mitées sur certains aspects par négociation, bien entendu, hein, avec les syndicats. Et c'est là qu'on voit se développer, à cause de cette disposition, des négociations donnant-donnant. Vous avez sans doute souvenir dans les médias de négociations entre les patrons et les syndicats, de négociations donnant-donnant, ça existe encore, où on fait croître la part de ce qu'on appelle le droit négocié avec les syndicats, par rapport à celle du droit légiféré, c'est-à-dire adossé à une loi, une belle loi. Donc, vous avez du droit légiféré et du droit négocié. Il faut mettre des guillemets à tout ça, bien entendu, mais on voit croître la part du droit négocié. Toutes ces évolutions, mises bout à bout, elles aboutissent pour tout le monde, dès les années 80, à un résultat évident, c'est l'accroissement de l'intensité du travail à salaire égal.
C'est mon point suivant. L'accroissement de l'intensité du travail à salaire égal, évidemment. Tout d'abord, l'une des grandes caractéristiques des mesures passées en revue est de ne payer que le temps effectivement travaillé. L'intérim, c'est évident. Le sous-traitant, c'est presque aussi évident. On négocie, l'entreprise négocie avec le sous-traitant le temps de travail. Donc, on ne paye que le temps travaillé, strictement parlant. On fait la chasse au temps mort, on fait la chasse au temps de formation, on fait la chasse au temps de repos. Tout ce qui n'est pas du travail stricto sensu est traqué pour ne payer que ce qui produit de la plus-value, de la valeur. L'exemple, la Poste et les supermarchés. C'est bien connu, la Poste est capable d'appeler un de ses agents à 10h du matin pour prendre son poste à 11h, 11h30. Bon, c'est un fonctionnement qui est archi connu. Même chose pour les supermarchés. Les nouvelles méthodes de gestion, et en particulier un découpage fin des centres de coûts dans les entreprises, permet aussi de demander à chaque chef de service, ou bien équipe autonome, une gestion millimétrée. Donc il faut tout traquer dans les équipes, les repos, tout ce que je viens de dire, les repos, les ceci, les cela, il faut traquer tout ça pour arriver. La facturation des temps de travail entre services va faire son apparition. Le service maintenance facture au service comptable ou inversement. Le service maintenance vient réparer un tuyau, il le facture au service comptable. À l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur Oui, de oui, l'entreprise. oui. Mais c'est pas récent, ça y est déjà longtemps que ça existe. Ça, on faisait un état par service pour les services rendus. Voilà. Et derrière, vous imaginez derrière la comptabilité de la valeur. Parce que là comme ça, c'est facile pour moi de dire le service maintenance facture une intervention au service comptabilité. Oui, mais il faut voir, il faut analyser la valeur, hein, matériel, heures passées, etc. Derrière, la comptabilité de l'entreprise, elle gère tout ça. Mais alors là, vous multipliez par je ne sais combien de facturations, hein, des centaines ou des milliers selon les entreprises. Bref, chacun devient le client de quelqu'un. Et tout le monde surveille l'autre. Tout le monde surveille l'autre comme le lait sur le feu, en ce qui concerne les heures travaillées, j'entends. Hein, parce que, vu la traque qui est faite aux heures travaillées, si un salarié envoie un autre qui bulle, ça l'énerve. Bien. Voilà, donc le résultat, c'est aussi un accroissement important de quelque chose de nouveau. C'est un terme de l'époque, la charge mentale. La charge mentale. Le travail s'intensifie. Les conditions dans lesquelles chacun apporte sa contribution productive ont changé. On se surveille les uns les autres. Donc ça fait beaucoup de charge mentale en plus. Il faut s'occuper de son travail et s'occuper, si j'ose dire, il faut surveiller du coin de l'œil le collègue au cas où il bullerait ou autre. Et on arrive à des collectifs de travail, je le décrirai l'année prochaine une nouvelle fois quand je parlerai de Christophe Dejour. On arrive à des collectifs de travail où on ne se dit plus rien. Mais j'ai connu aussi au Crédit Agricole, il y avait des cahiers de bord. Chaque service avait un cahier de bord. Chaque agent devait remplir de telle heure à telle heure, telle tâche, telle heure à telle heure. Les chauffeurs aussi, tout ça, il y avait des cahiers de bord aussi. Voilà.
Flicage, ce n'est pas du tout indispensable, hein. Mais Ça n'apporte rien. À la langue, en détruisant, parce que ça détruit l'intelligence des gens quelque part. Donc ils n'ont plus de réponse à une situation qui survient, qui est une possible de crise. Ils n'ont plus le sentiment de responsabilité, ils s'en foutent parce qu'on les a rendus objets, et bien, objets, ils réagissent. C'est ça. Alors, Alors c'est la catastrophe. après, là je suis, après le matériau, là c'est un matériau des années 80-90, mais après, vous allez voir apparaître autre chose, j'y reviendrai l'année prochaine, c'est l'entretien individualisé. Ah ben, Donc, l'entretien individualisé avec les lettres de mission, hein, les objectifs, etc. Et là, c'est là où on va voir apparaître typiquement les collectifs de travail silencieux. Silencieux. Les gens ne se parlent plus. Chacun a sa fiche d'objectif. Chacun sait quand est-ce qu'il va aller à l'entretien individualisé. Et voilà. Et si jamais, dans le groupe, il y a quelqu'un qui veut mettre les pieds dans le plat, poser un acte de courage, d'héroïsme, pour dire s'il y a ceci, cela qui ne marche pas, ça se termine comment? C'est comme ça que ça se termine. Beaucoup de suicides au travail. C'est comme ça que ça se termine. Voilà. Je mets en scène, hein, mais c'est pour la pédagogie de la chose. France Mais- Télécom et Peugeot, Ouais, c'est un bon voilà. exemple. on n'a pas bien fait. France Télécom. Oui. Voilà. Peugeot, Donc, on a envie de se dire, il y a peut-être quand même encore une catégorie d'individus qui sont heureux. C'est les VRP. Non, Là, dans leur bagnole, etc. non. Pas du tout. Bah, des métiers anciennement caractérisés, en l'occurrence, par une forte indépendance, comme ceux des représentants de commerce, sont aujourd'hui mis sous tension du fait de l'information complète. L'informatisation. Oui, voilà. L'informatisation complète des dossiers clients, de la portabilité des ordinateurs, des techniques de transmission à distance et de l'obligation de saisir des données après ou au cours de chaque visite. Voilà. Dans le même ordre d'idée, les cadres, ils doivent mettre leur agenda informatique en accès libre. Et qui le remplit? C'est même plus eux. C'est les secrétaires dans les services qui remplissent. Et quand ils reviennent le soir ou le lendemain matin, c'est les personnes du secrétariat qui leur disent « Ah ben, vous avez tant de rendez-vous, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. » La personne, elle découvre. Voilà. L'accroissement de l'intensité du travail s'obtient aussi par le développement de la polyvalence. Le mot anglo-saxon, c'est le job enlargement. Job enlargement. De temps en temps, il faut placer un mot anglais pour quand même être un peu sérieux. Un peu sérieux. Hein? L'élargissement des tâches, disait George Friedman. Voilà. Et tout ça, ça veut dire quoi? C'est que quand c'est fini, ça recommence. Ce qui contribue à l'augmentation de la charge mentale. Vous êtes polyvalent, quand vous avez une petite demi-douzaine de spécialités, et ben, vous faites un job là, ah c'est fini, ah ben oui mais bon là, non, non. Quand c'est fini ça recommence. Voilà, le job enlargement. De la polyvalence à la mobilisation de nouveaux gisements de compétences, formule qui n'est pas de moi bien sûr, hein, il n'y a qu'un pas et encore un autre progrès de l'exploitation. L'exploitation est en effet renforcée par la mise au travail de capacités humaines, de relations, de disponibilité, de souplesse, d'implication affective, d'engagement, etc. Que le taylorisme, précisément, parce qu'il traitait des hommes comme des machines, ne cherchait pas à attendre et ne pouvait rien atteindre. Et ici, on touche à des qualités humaines générales. Ça, c'est un autre saut qualitatif.
des qualités humaines générales, qui ne sont pas liées au poste, qui ne sont propres ni au travail ni aux travailleurs. Elles sont générales et qui remettent donc en question quoi? La distinction publique-privée. La distinction espace personnel, espace public de l'entreprise, et espace personnel, familial, etc. Alors que cette distinction, elle est inscrite dans le droit du travail, bien sûr. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une petite discussion sur le droit à la... je ne sais plus comment ça s'appelle, la trêve informatique, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire pour les entreprises de ne pas envoyer de messages à leurs employés pendant les week-ends, par exemple, ou entre telle heure et telle heure. Après 20 heures, par exemple. Bon. Ça, c'est la trêve informatique. Eh bien, nous avons fini par prévoir ce genre de choses, mais à l'époque, toutes les modifications qui interviennent, elles font exploser ça et on n'a pas la réponse à l'époque. Mais alors, Donc, pardon, oui, chez Ikea, d'ailleurs, on a vu ces techniques-là, elles empiètent même largement sur la vie privée. C'est-à-dire qu'il y a des employés, mais des employés comme on dit, de ceux qui ne sont pas le noyau permanent et tout. Même les autres employés étaient suivis dans leur vie privée. C'est-à-dire, on savait s'ils étaient mariés, s'ils avaient une maîtresse, s'ils étaient homosexuels ou pas. Tout. On savait tout. Et ce sont peut-être des dérives là. Des dérives là. Ah ouais, non, mais c'est... Oui, il a été condamné, mais il n'a pas été condamné une fois. Il a été condamné plusieurs fois. C'est-à-dire que ça a récidivé. Ce sont des dérives. Et quand vous le voyez, le patron d'Ikea, c'est un Scandinave gonard, vous savez, vous attendez à le voir avec un élan, son petit traîneau, ses chiens. On lui donnerait le bon Dieu sans Voilà, confession. sa confession. Alors que Il va aller- lui-même, il avait une maîtresse. Ah, Et à l'origine, collabo des nazis. Ah. L'IKEA. C'est reconnu. Ils sont morts, ceux-là. Oui, ils sont morts, mais les successeurs, je veux Le dire. résultat, C'est pas Donc transmissible. c'est un grand organisateur. le résultat, le résultat paradoxal, le résultat paradoxal de toutes ces évolutions, eh bien, c'est que les employeurs ont redécouvert leurs salariés sous un nouveau jour. Parce qu'ils se sont rendus compte que, bon sang, bonsoir, leurs salariés avaient de sacrées capacités d'adaptation. Ils s'étaient adaptés à toutes ces innovations. L'intensification du travail, eh ben, c'était passé. Et les contrôles, les cercles de qualité, prenons ça, les cercles de qualité, ça a permis aux employeurs de redécouvrir leurs salariés. Vous vous rendez compte, les salariés qui se réunissaient, ça dépendait des situations, mais 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure dans l'entreprise pour expertiser un truc ou un autre, eh bien, ils ont redécouvert leurs salariés. Et, ma foi, ils étaient contents de leur nouvelle, de leur découverte, et ils en furent ravis. Selon les termes d'un consultant, qui fut un des premiers à installer des cercles de qualité, les patrons n'en revenaient pas de ce qu'un ouvrier pouvait faire. Voilà. Étonnant quand même. Certes, il n'y a rien à dire à ce genre d'évolution, si ce n'est qu'il y a fort à parier qu'elle n'a pas été spécialement rémunérée. Je parle des cercles de qualité. Ou alors rémunérée peut-être sous la forme, rémunérée en creux, sous la forme d'un non-licenciement. Parce que là, le retour d'ascenseur dans ces années-là, c'est aussi le non-licenciement. Ne vous plaignez pas, je vous garde. La dernière évolution qu'il faut pointer, c'est, je l'ai un tout petit peu abordé il y a quelques minutes, c'est l'individualisation des situations de travail. Elle concerne en premier lieu les rémunérations. Ça, je pense que ce sont des choses que vous pouvez connaître. Et elle permet à la fois de mettre chaque salarié sous tension et de désarticuler les collectifs de travail, évidemment. Puisque là, chacun
gagnent pas la même chose que l'autre. Les rémunérations, elles dépendent de quoi? De la performance individuelle, bien entendu, et de la performance du groupe. Performance individuelle, performance du groupe. Entre 1985 et 1990, parmi les entreprises ayant pratiqué des hausses de salaire, la part de celles qui pratiquaient l'individualisation des salaires de base est passée de 20 à 40%. En 5 ans. Oui. Et de la part des salariés concernés, la part des salariés concernés est passée donc de 45 à 60%. Voilà. Encore une fois, vous voyez des évolutions qui sont vives, qui sont rapides. De tout ce que nous venons de voir, Boltanski et Chiapello tirent cette conclusion. L'ensemble de ces transformations a permis de retrouver dans les entreprises un niveau d'ordre compromis au début des années 1970 et de générer d'importants gains de productivité. Si bien que les entreprises françaises qui s'affrontent au marché étranger sont aujourd'hui largement compétitives. On ne peut en aucun cas estimer que ce résultat est sans valeur. Néanmoins, il apparaît que les salariés ont payé d'un prix élevé ces transformations, puisque pour simplement maintenir leur niveau de vie, tout semble indiquer qu'il leur faut travailler de façon plus intense et que dans le même mouvement, ceux qui étaient tenus pour incapables de suivre et pour inadaptables ont été rejetés sur les emplois de moindre qualité, voire hors du marché du travail. Une partie du manque d'emploi actuel doit ainsi être clairement attribuée aux pratiques qui ont évacué hors du temps, travailler, bien sûr, travailler payé, tous les temps morts, comme une partie des profits des entreprises doit être reliée à l'extraction de plus de valeur ajoutée du travail humain pour un salaire inchangé. Voilà. Il y a un phénomène aussi qui a changé. Bon, il y a eu la délocalisation de notre industrie, l'usine mondiale qui est la Chine, l'inquiétude chez les salariés, mais on s'est aperçu que les 35 heures dans la production, je ne parle pas dans les services et tout, c'est un peu plus compliqué, on s'est aperçu que les ouvriers dans la production, en faisant 35 heures par semaine au lieu de 40, ils étaient beaucoup plus rentables, moins fatigués, plus compétents. Et il y a un autre aspect, c'est les statistiques des accidents du travail. Les accidents du travail, souvent, c'est à partir de 15 heures l'après-midi. C'est-à-dire, c'est la fatigue, l'épuisement, etc. Et il y a des patrons qui ont compris cela, qui n'ont pas réchigné sur les 35 heures et qui ne les critiquent pas aujourd'hui. Ouais. Je passe à l'affaiblissement des défenses du monde du travail, donc la deuxième grande partie. Pardon, je voudrais revenir sur un point. Vas-y. C'est que dans cette période, les conventions collectives, qui étaient des accords négociés, Oui. général. Alors il existait des conventions collectives de département, de région, bâtiment, par exemple ici, le bâtiment relevait d'une convention collective régionale, c'est-à-dire tout le sud-ouest. Du commerce, le commerce c'est une convention collective différente si c'était le commerce alimentaire ou non alimentaire. Alimentaire, elle était moins avantageuse que le non alimentaire. Et puis il y a aussi une chose qui est l'état de droit, c'est-à-dire quelque chose qu'on a toujours dit. Je vous prends un exemple. Vous allez maintenant au Galerie Lafayette, vous ne voyez pas de siège pour que les vendeuses s'assoient. Parce que les patrons ils disent, ah mais la vendeuse doit être au garde à vous en attendant le client. Mais non, il a le droit de s'asseoir. Donc vous avez des vendeuses qui restent debout 8 heures par jour. Or, dans la tradition dans la région, c'est que dans tous les emplois de vendeuses, il doit y avoir un siège mis à sa disposition. Et moi, je me souviens qu'en étant secrétaire, j'allais par exemple sur l'avenue, là où ils vendent les tissus, maintenant ils vendent du linge, Régence et tout ça. Si la fille qui était dehors qui vendait les tissus n'avait pas le siège, je rentrais, j'allais voir le directeur direct, je le connaissais, je lui disais, il faut faire porter un siège dehors. D'accord. Et il était obligé. Maintenant, il faut y passer, qu'elle soit dehors ou dedans, il n'y a plus de siège. Oui, je crois que la Alors relation... là, ça régresse comme ça. C'est-à-dire, c'est la tradition acquise.
Oui, C'est pas oui. quelque chose qu'on a toujours fait. Puis je pense que la relation avec les services publics, avec les personnels qui vérifient, le contrôle, etc. Il n'y en a plus de contrôle, il n'y a plus d'inspecteurs du travail. Déjà à l'époque, en 68, il n'y en avait déjà pas. Voilà, je crois que tout Quand il y a ça... toujours le même nombre. Ben, de regardez, c'est récent. Là. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé les les CHCT. CHCT. Oui. Et on a le plus d'accidentés de travail de l'Europe. Ouais. Moi, j'ai été aussi délégué parce que je travaillais à faire. J'ai un cursus assez important comme délégué. Mais il y avait une machine qui était dangereuse. Ouais. J'avais le pouvoir de l'arrêter. Ah oui. Hein? Par exemple, je me rappelle, il y avait on découpait du plastique et puis la lame, elle était un peu voilée, elle faisait comme ça. Donc, après, je suis allé voir le directeur de fabrication en disant il faut faire réparer cette machine. On avait des pouvoirs. Aujourd'hui, c'est fini. Bien sûr. Excuse-moi, il y avait une condition que je n'ai pas entendue que vous avez parlé. En Amérique, ça arrivait souvent. Et là, j'ai déjà su qu'ici à Toys R Us, il fait ça. Ça s'appelle layoff. Alors, il y a des employés normaux, longs, indéterminés. Et pendant la saison de rush, comme à Noël, ils demandent aux employés de travailler 14 heures par jour, 7 jours par semaine. Ouais. Et dans la saison bas, il reste à la maison. Mais il a le même salaire toute l'année. Mais tout le personnel garde, comme j'avais été à Détroit, et quand il y avait les nouvelles saisons de voitures qui sortaient, bien sûr, c'était le top emploi, mais quand c'était calme, en avril, à la fin de saison, les gens, ils avaient leur salaire toute l'année, pas payé un jour de plus ou une heure de plus. Et sans travailler. Et oui, voilà. Oui. Mais ce qui était bien, c'est que le fin de mois était constant. D'accord. Voilà. C'est Mais- dans quelles années? Mais là, à Toys R Us, depuis que j'habite ici, il fait Ah ça. oui. Oui. D'accord. Et, Donc- les employés, ils sont d'accord. Parce D'accord. que dans les temps creux, ils ont beaucoup de temps libre et le patron ne demande rien. Mais Et, ils ont payé quand même. et alors, Exactement pareil. dis-moi, le salaire, à quel niveau il est? Bon, à Toys R Us, c'est les vendeuses, c'est Oui. les comptables, les gens. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Parce qu'il y a la question du niveau du salaire. Parce que si le salaire, il est au SMIC, Oui. c'est pas pareil que si le salaire, donc le SMIC c'est 1400, 1500, c'est pas pareil que si le salaire est à 200 ou 300 euros de plus. Oui, oui, bien sûr. Mais je crois que les gens qui sont affectés par le changement de boulot, c'est pas les gens, c'est pas les PDG, hein. Non, Ouais. C'est les Indiennes, hein, c'est les petits. les Indiens, tu dis. Oui. Oui. Mais je sais pas parce que j'ai pas entendu que vous avez parlé de Non, ça. je n'ai pas parlé de ça. Est-ce que c'est exprès Je ou vous connaissez quand même? Boltanski et Chiapello ne l'évoquent pas dans leur synthèse. D'accord, ok. C'est une situation qu'ils n'évoquent pas. D'accord. Hein. Donc moi je ne l'évoque pas non plus. Ils auraient pu l'évoquer que je l'ai laissé passer, mais ce n'est pas le cas. D'accord. Des situations comme celle-là, je ne l'aurais pas laissé passer. Ben, il y a une loi française où on a des limites Oui, d'heures de travail qu'on Oui. ne doit pas dépasser. Ouais. Même s'il y a un besoin économique et tout, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 48 heures par semaine. Et pas sur de grande durée, je crois que c'est limité le Ah oui. nombre de semaines, etc. Donc, 12 semaines par an. hein, 12 semaines par an dans la convention voilà, je collective. crois, Ah, voilà. ben, c'est parfait pour Noël. Oui, c'est bien. 12 semaines, c'est parfait. D'accord. Et c'est payé aussi au salaire double, non pas 50% des heures Ouais, supplémentaires. ça dépend du système. C'est double. Ceux que j'ai parlé, ils Non. n'ont pas Oui, dit oui, tout. ça je sais, Ouais. j'ai compris. Ouais. Mais là, sinon, chez nous, c'était le salaire était doublé. Mais ça Et dépend. là, c'est 100% même des heures Ce supplémentaires. qu'on dépasse de 35 heures, Oui. c'est 25% plus. Après Ouais. 42 heures, c'est Ah. beaucoup Ouais, plus. c'est progressif. Voilà, le dimanche, c'est 100%. Non, Les mais jours là, fériés. il n'y a pas de convention collective, on avait le salaire doublé. Une chose est sûre, c'est que cette situation, elle montre, je le disais au début, La flexibilité. mais sans insister, ça mérite d'y insister, c'est que il y a toutes les situations possibles et imaginables. Oui, 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 ça, C'est après, il y avait des
démonstratrice, elle a les produits de beauté, toutes les tout ça. situations. D'ailleurs, il y a un sacré paradoxe, parce que quand on dit que le dimanche, c'est double, Oui, mais ça, on va par rapport à quoi? Dans un pays laïque, Ça dépend des conventions collectives, ça dépend des métiers. parce que Métier de commerce, dans un pays laïque, on travaille le dimanche. Bon, après, il faut 2 jours de congé par semaine, hein, c'est obligatoire. Donc, c'est... Ah, mais c'est Voilà. quand même 2 jours Mais après, un ouvrier dans une usine, même dans le bâtiment, s'il travaille le dimanche, logiquement, on doit le payer double. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors j'en viens au deuxième grand. Je disais donc, je l'ai déjà dit une fois, je disais donc que j'en viens au deuxième grand aspect, c'est l'affaiblissement des défenses du monde du travail. Ce que je viens de décrire n'a pas pu se faire sans affaiblir les défenses du monde du travail. Il fallait bien que les salariés se calment. Alors, compte tenu du temps qui a passé, je vais considérablement accélérer les choses. Vous allez avoir en tout état de cause le texte, bien entendu, sur le site des Amis de la Liberté. Il y a 7 éléments à retenir. La chute des adhésions au syndicat. 1. 2. La question des conflits sociaux chute également. La répression antisyndicale qui se fait Ça y va attendre. toute l'année. Hein. Le rôle des restructurations, alors lié avec tout ce qui a été fait en termes de délocalisation, etc. Le rôle, cinquièmement, le rôle du néo-management, ça on y reviendra l'année prochaine. Les effets non prévus de certaines avancées législatives, très vite. Et puis, septièmement, la responsabilité des syndicats eux-mêmes. Alors, rapidement, sur la chute des adhésions, voici ce que disent Boltanski et Chiapello. La moindre implantation des syndicats dans les entreprises et la réduction de leur audience auprès des travailleurs ont joué un rôle déterminant dans la diminution du niveau de critique auquel a été soumis le processus capitaliste à partir du début des années 1980. Le chiffre? Alors, le chiffre, en 1993, 37%, c'est un chiffre parmi d'autres, hein. 37% des salariés du privé déclaraient n'avoir jamais connu de syndicaliste CGT dans leur carrière. C'est quand même pas mal. Hein. Mais sinon, sur les adhésions, voici ce qu'en dit Rosanvallon. On peut estimer que les syndicats français ont globalement vu leur nombre d'adhérents chuter de plus de 50% entre 1976 et 1988. Le taux de syndicalisation, qui était de 20% en 1976, est ainsi actuellement de l'ordre de 9%. 88. 88. Les effondrements sont parfois spectaculaires. La Fédération CGT des métaux, cœur historique et symbolique de cette confédération, qui revendiquait 420 000 adhérents, les métallos, en 1974, ne retient plus maintenant, 1988, que 80 000 cotisants. Donc ils sont passés de 420 000 à 80 000. Mais il y a la délocalisation qui a joué. Ouais, voilà. Si moi je vais vous dire ce qui a disparu, Otis, Westinghouse, Laster, la Texas Instruments, Vernier, une boîte du bâtiment qui faisait des roulements à billes à Villeneuve-Loubet, je ne me souviens plus du nom. Donc ça fait, tout ça, ça faisait 3 ou 4 000 ouvriers. Hein. Bien sûr. Donc, chute des adhésions, ce qui veut dire, dans les instances représentatives des salariés, ben, vous avez des salariés qui sont toujours là, mais qui ne savent pas trop ce qui se passe dans l'entreprise. Et qui ne savent pas trop réagir à ce que dit le patron, lequel tient le haut du pavé dans toutes ces instances. Et c'est là que l'on explique que les salariés ne cherchent pas à bénéficier d'un certain nombre de droits qu'ils ont.
comme de consulter des documents, etc., ou même le droit d'embaucher des experts pour expertiser les documents, eh bien, on se rend compte qu'ils n'utilisent pas ces droits. Et donc, c'est une évolution extrêmement importante. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, parce que quand on regarde ça, il ne faut pas non plus qu'on sorte désespéré ce soir par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, on voit vraiment une augmentation assez forte. Des adhésions. Des adhésions. Ça, c'est lié au mouvement des retraites. Voilà, on voit que le syndicat, ça sert à quelque chose. Voilà. Et ça, mais il y a eu le discrédit envers les dirigeants de syndicat, moi j'étais à la CGT, mais parce que les patrons, ils ont été malins, ils ont créé le confort pour certains dirigeants. Moi-même, par exemple, j'étais secrétaire général secrétaire de l'organisation de l'UL de Cannes. Quand je sortais de l'usine, comme par hasard, on me payait mes heures d'absence, que normalement l'organisation syndicale me rémunérait. Par contre, quand je dépassais mon quota dans l'entreprise, j'avais une baisse de salaire. Donc, qu'est-ce que faisait mon patron? C'est qu'en fin de compte, plus j'allais dehors, moins je l'emmerdais, et il était prêt à me payer comme un permanent. Et, par exemple, toi qui étais à la sécurité sociale, je me rappelle, je ne dirais pas le nom, mais un responsable de la Sécu me dit, tu te rends compte, ils nous ont filé des bureaux à tel endroit et tout. Ah ouais, mais vous êtes en dehors des salariés. Ben, c'était Marie Lenki qui est venue me voir et me dit, écoute, c'est EDF, pareil. Ça venait des grands patrons. Moi, je me rappelle un secrétaire général de l'UD qui va à EDF. Alors, quand il allait à la SNCF, il mange à la cantine avec les salariés à la SNCF. Mais à EDF, le secrétaire, allô, bon, qu'est-ce que tu veux manger? C'était pas le repas du personnel à la cantine. C'est donc on a amené le plateau. C'est-à-dire que on a amené des dirigeants des locaux, on a discrédité, et souvent les ouvriers disent, ouais, mais t'as vu le délégué, comment il est, comment il fait, il a des heures de délégation, on ne sait pas où il est. Et c'est comme ça que va arriver la notion d'apparatchik. Et oui, voilà. Voilà. Parce que finalement, moi, en début de carrière, j'étais pour qu'il y ait des délégués syndicaux qui soient payés tout le temps pour militer. Oui. Eh bien, au bout de 10 ans, j'avais revu mon truc, je dis non, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient à mi-temps et chaque jour un peu au boulot. C'est ça. Mais Voilà. mi-temps. Oui. Bien sûr. Non, Si on en avait deux, ça serait encore mieux. Voilà. Je passe aux conflits sociaux. Voici une statistique. Après, il y avait aussi la persécution, celui qui adhérait, Ah, la répression, etc. hein. C'était, moi, je peux vous dire, hein, comme je suis rentré dans l'usine quand j'avais 22 ans, je me suis retrouvé un mois après délégué syndical, etc. Je n'avais pas le droit parce que l'usine a existé depuis 1919. Il fallait que j'ai un an d'ancienneté. Seulement, la CGT faisait 90%. Donc, comment imposer? Il y a eu l'inspection du travail. C'était un des bras droits de Devendel, qui était le patron de l'usine à la Boca. Ben, ils m'ont accepté. Il y avait un rapport de force. Aujourd'hui, on me jetait. D'abord, j'étais stagiaire en plus. Et je me retrouve secrétaire général de la CGT. Et aujourd'hui, c'est la peur. C'est la peur. Bien sûr. Donc, les adhésions, donc, en berne, les conflits sociaux. Voilà une statistique qui dit tout. Une statistique du nombre de journées de grève en millions. En millions de journées de grève. Moyenne 1971-1975, 4 millions de journées de grève en moyenne par an. Par an. 4 millions par an. Multiplié par 5, hein, ça fait 20 millions dans la période. Moyenne en 1976-80, les 5 années suivantes, 3. Passe de 4 à 3. Et ce n'est pas terminé. Moyenne de 81 à 85, 1,5. 4, 3, 1,5. Moyenne 86-90, moins de 1 million. 4, 3, 1,5, moins de 1. Alors, 1990, moins de 0,7, c'est-à-dire 700 000. 92, moins de 500 000. 96, moins de 500 000 également.
97, moins de 360 000. Une fois moins qu'une fois million. Voilà. Oui, mais là, pendant ce temps-là aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait délocalisé le textile, la métallurgie, les câbles. Oui. Oui, mais bon, parce que je suis sur les conflits sociaux. Sur les conflits sociaux, c'est voilà, millions d'heures de grève, de journées de grève. La répression antisyndicale, donc ça c'est quelque chose qui est connu. Il y a un grand exemple, je vais me limiter à ça vu le temps. C'est Citroën qui a créé à Paris, je ne sais plus où à Paris, mais aussi à Sochaux et à Rennes, dans la banlieue rennaise, qui a créé des syndicats jaunes. Des milices patronales. Des milices patronales. Le rôle des restructurations est à mentionner également, bien entendu, avec tout ce que ça implique. Les restructurations, c'est par exemple, quand vous avez une grande entreprise, en faire 2, 3, 4 petites. Et donc, comme l'a dit Jean-Pierre, après, il n'y a plus de représentants du personnel. Quand on a 4 petites, c'est terminé. Maintenant, ils veulent tout supprimer, même Voilà. Le rôle du management, donc il se renouvelle. Là, je ne vais pas dire grand-chose. L'année prochaine, on va y revenir en détail et en profondeur. Mais le management intervient dans tout ça. Les entretiens individualisés, les fiches d'objectifs, qu'est-ce qu'on a dit aussi, je ne sais plus ce qu'on a dit, les cadres se sont mis à toutes ces pratiques-là. On peut dire 2 phrases sur les milices patronales, je ne connaissais pas cette existence. Écoute, on ne va pas dire que c'est fréquent. Ce serait faux. On ne va pas dire que c'est fréquent. Mais l'entreprise Citroën s'est illustrée historiquement par les milices patronales. Donc, et le syndicat jaune. Jaune, c'est-à-dire pour le patron, qui est une courroie de transmission du patron. Et milice patronale, bah, c'est des nervis. Hein. C'est des nervis. C'est fasciste. Oui. Vous avez créé le syndicat, Bah, ils intervenaient quand il y avait un mouvement de grève. qui cassait les piliers les Mouvement de grève. les mouvements de grève, vous Ça intervenez. a Ouais. été documenté par la CGT et la CNTT. Voilà. On doit pouvoir retrouver ça quelque part. Ouais. Dans Mais la je vie me souviens, ouvrière, tu te rappelles pas de Ouais. ça Mais pourquoi le dans les cigales, il y avait Hein? des femmes qui ouvrier racontaient si belle, qu'ils il se étaient- laisse donner par le bout Et tu sais, c'est tout le contexte qu'on a décrit. Tout le monde en même temps. Il n'y a pas d'entrepreneur qui les ont Ne parlez massacrés. pas mais tous en les- même temps. Allez, En invalidité, lui, il a fait mourir. Oui, parce On que va prendre des tours de parole. tu as cité ça, C'est ouais. ça, ça va y aller. Dans les dons, Ouais. il existe encore des milices patronales. Bien sûr. Ah bon? Et on n'en parle pas ici. Ah ouais Hein, ça existe. ah ouais, Ben, vous connaissez. Oui, oui. d'accord. D'accord, là-bas. Ok. Et c'est quand même la France. Un peu cher, petit peu. Ah, ouais. Pour conclure, il est 8 heures. Hein. Concluons. Il est 8 heures, donc je conclue. Concluons. Mais on a dit Je l'essentiel. voudrais juste ajouter quelque chose, puisque quand même je n'ai pas encore parlé. Lorsque vous parlez des objectifs et de l'entretien individuel avec le salarié, je ne sais pas si vous avez connu cette période, mais il ne s'agissait pas d'objectifs généraux. Il fallait déterminer des indicateurs très précis. Oui, Et il y avait une discussion entre le cadre et le salarié. Je vais vous dire un exemple. Bon, par exemple, je ne sais pas, un taux d'erreur de 10%, on va dire, vous devez avoir un taux d'erreur de 3%. Et ça donnait lieu à des discussions très très sévères. Donc, Absolument. l'entretien individuel avec le salarié exigeait effectivement la détermination d'indicateurs précis. Sinon, ça restait très généraux. Et ça a été une période très très difficile. On appelait ça, L'impression ils appelaient ça opérationnaliser les fiches de poste. Ouais. Mais Opérationnaliser. aujourd'hui, il y a un grand malaise chez les cadres, de Oui. l'encadrement et tout. On va y La venir. preuve, certains sont dans les mouvements, parce que ce que l'on demande, c'est pas très humain, ça demande des perspectives. En plus, toute cette période-là, il y a l'informatique qui est rentrée, qui a modifié notre comportement au travail, l'accélération, et on exige plus. Vous voyez, donc
Et le discours de Macron, il vous a pas un peu surpris? Catégorie moyenne de 1500 à 2500 euros par mois. Oui, Pour oui. moi, c'est les pauvres, c'est le bas. Mais pourquoi? C'est parce qu'il essaye de dire, vous les autres, les cadres, vous êtes au-dessus, vous êtes les riches. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un grand malaise. D'abord, il y a des suicides, des burn-out de cadres d'entreprise. On leur met la pression pour qu'eux ils mettent la pression. Voilà. Mais à un moment donné, c'est des êtres humains, ils lâchent. Bien sûr. Ils lâchent. Je pense que vous allez apprécier les travaux de 2 jours et de Dupuis l'année prochaine parce que ce sont des approches très intéressantes, très riches. Puis, il y a notre vécu là. Et puis, oui, et puis c'est plus proche de nous. Ouais, voilà. Parce que là, je suis dans les années 70-80 et il y a quand même déjà 40 ans. Presque un demi-siècle, on va dire. Donc c'est déjà pas mal, ça, un demi-siècle. Tandis que 2 jours et Dupuis, c'est plutôt 20-30 ans. Oui, et ce que tu dis par rapport au cadre, c'est aussi peut-être aujourd'hui vraiment une nouvelle génération Aussi. qui ne doit plus trop supporter ce genre de choses. Ouais. Il me semble que Ben, tu avais lu un truc sur les cadres. Là. Le travail. Ben, j'ai dit, Et je trouvais que Ouais. ça changeait. Quoi. tu sais, sûr. ce que j'ai dit par rapport à mon fils, l'école, bon, il est rentré de Chine, mais qu'en 5e année à l'université à UTC, ils avaient des cours de sociologie et de philosophie, surprenant, que d'habitude c'était des cours de management, parce que même si lui était ingénieur, chercheur, etc., on les forme au management, parce que souvent, ces chercheurs de haut niveau, ils deviennent des patrons de secteurs, de recherche, etc. Et là, et même à l'EDEC, il y a un changement de ton. Au lieu de jouer sur l'autorité, on joue sur le côté humain, et ils exigent aux élèves d'avoir des activités sociales. Mon fils, vous savez, il s'est retrouvé président du Népal. C'est l'université, ils ont dit, il faut que tu t'investisses dans une association d'aide humanitaire, etc. Mais en réalité, c'est dans l'objectif que ces futurs cadres puissent mieux maîtriser l'être humain. Oui, des coucounets. Ouais, voilà. Il veut quand même conclure. La parole est à moi. Voilà. À moi. Oui. On va voter, hein. Non, mais dis-moi un peu tout ce que tu suscites. Tu te rends compte, hein, c'est dingue. Hein. C'est vraiment un bon cours. Hein. J'ose à peine imaginer les conférences sur le même thème l'année prochaine. Oh, t'inquiète pas. Ça sera On pire est quand parce même assez qu'il y a plein de disciplinés. nouveautés en ce moment. Donc la régulation, la conclusion. La régulation mise en place, donc, il y a 30-40 ans, on va dire, elle est toujours là. Toujours là. Elle a résisté au temps, elle s'est complexifiée, diversifiée, etc., etc. C'est justement ce qu'on va voir l'année prochaine. Et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire qu'elle a bien pris racine dans le tissu du travail, des entreprises, etc. Et je pense qu'on peut dire que les propos, les comportements, les attitudes de millions de gens, manifeste aujourd'hui cette emprise-là. Vous pouvez surprendre dans la bouche des gens des mots, des pensées, des formules, etc., qui trahissent une acculturation à un mode de raisonnement, une façon de travailler, de se comporter dans les entreprises, etc. Les médias n'y sont pas pour rien, bien entendu. Il va de soi qu'ils n'y sont pas pour rien. On en reparlera l'année prochaine, évidemment, de ces sacrés médias. C'est parenthèse que je voulais rajouter, puisqu'ils sont tous dans les mains des multimilliardaires. Ils sont, et 90% des médias sont entre les mains de 9 milliardaires en France. Ah, chez nous, c'est Bolloré. Hein. Voilà. Non, Il y a Bouygues, Bolloré. Mais oui, il est déjà mort, c'est plus que la descendance Bolloré. Ouais. Développe pas. Alors, dans la période de ces 30... Bolloré, ça se voit. Ouais. Les autres, on ne les voit pas. oui, les autres, on ne les voit pas, mais Ils sont là. Si vous voyez LCI et TF1 qui est Bouygues, mais même le service public. Ah oui, je sais. Même le service. Bien sûr. tous bien Et compris. puis par le biais Dans la période qui nous sépare depuis ce tournant néolibéral, donc
les années 70-80, donc là les 30-40 ans, il y a des pans entiers de la société qui ont basculé dans le néolibéralisme. La santé, la tarification à l'acte dans le monde de la santé, c'est le principal outil de marchandisation de tous les actes que posent les professionnels. L'éducation nationale, elle est en train de basculer. La bascule a commencé de se faire, alors là c'est un sujet que là je connais, de l'intérieur, elle a commencé de se faire avec Jean-Louis Blanquer. Je vous renvoie pour cette question-là à une tribune que j'ai publiée en août 2019 qui est sur le site des Amis de la Liberté. Mais il y a une vidéo aussi. Et il y a aussi la vidéo aussi. Qu'on peut retrouver, qui Exact. dure 20 minutes, 25 minutes. La vidéo avec. Vous tapez Amédro Blanquer, un truc comme ça, et vous verrez. D'une manière générale, les secteurs sous l'emprise néolibérale sont de plus en plus nombreux, et la pénétration de celle-ci, elle répond de plus en plus à cette formule de Gramsci, c'est-à-dire qu'elle est moléculaire. Une formule que André Tozzel utilisait souvent. Bon, il y aurait sans doute à regarder ce qu'il en est exactement de la couche sociale au sein de la classe dominante qui agit, qui est derrière tout ça. Il y a eu un changement. Dans les années 70-80, la classe dominante était très principalement la bourgeoisie industrielle et commerciale, on va dire. Aujourd'hui, on est plus sur la haute finance. La haute finance, mais plus difficile de dire nationale. Plus difficile. On est sur de la haute finance difficile à raccrocher à un espace national, territorial. Là, je ne rentre pas dans les détails. Le système a résisté aux crises, on pourrait dire, notamment à celle de 2008. Mais à quel prix? À quel prix? C'est le prix de l'endettement de l'État. En 2008, les banques, vers qui elles se sont tournées? Vers l'État. Et l'État n'a pas failli à sa mission, je veux dire à sa mission de classe. Il n'a pas failli à sa mission, il a sauvé les banques. Et là, il a omis quelque chose de fondamental pour moi. Moi, si je suis président, je t'écoutais. On veut bien vous aider, mais il y a des gens de nous dans votre conseil d'administration qui vont participer aux décisions. Sinon, vous n'êtes pas. C'était un moyen, enfin, d'avoir une mainmise sur la haute finance. Ils étaient tous tout petits, ils n'osaient plus rien dire, ils s'écroulaient. Et l'État n'a pas eu la réaction qui, pour moi, semblait évidente. Mais Helmut, c'est pas ça. Tu dis, ils n'ont pas eu la réaction. Oui. Non, ils se sont bien gardés de l'avoir. Bien sûr. Surtout pas demander des contreparties. C'est un État de classe. Et Macron, c'est la Il société. est mais tous les États sont de classe. Hein. Ouais. Dès qu'un État existe, il est de classe. Il est au service de cette fraction-là, de la haute finance. Eh bien, regardez le CICE. Pas de contrepartie. Ouais. Les allègements de cotisations sociales, rien. Les aides dont bénéficient les entreprises chaque année, c'est un truc du genre de 300 ou 400 milliards par an. Aucune contrepartie. Et pourtant, Hollande avait dit, la finance, c'est mon ennemi. Oui, bah, On peut le dire et pas le faire. je préfère me taire que de dire une bêtise. Même Carrefour, il touche cette manne, une partie. Mais bien sûr. Ouais. Donc, il faut bien voir que c'est dans l'ADN, quoi. Alors, la conflictualité sociale, nous en avons parlé pas mal. Le ressenti du sens commun, c'est qu'elle s'est maintenue à un niveau faible. J'ai moi-même participé à ce ressenti avec la statistique. Bon.
Alors, une nuance qui est apportée par une statistique de 2014 du ministère du Travail, une étude de la DARES, du ministère du Travail. Elle suggère que c'est plus compliqué que ça, et c'est pour finir sur une note un peu moins négative, c'est plus compliqué que ça. Les grèves n'ont pas disparu, mais elles sont beaucoup plus locales que nationales. Elles sont beaucoup plus dans des entreprises petites et moyennes que dans des grandes entreprises. Et elles ont tendance à ne durer que quelques jours. Et donc, Eh ben, ça sert à rien. eh ben non, mais c'est pas ça. C'est qu'on n'en parle pas. On en parle pas, ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien. Au contraire, Non, beaucoup de c'est ces grèves réussissent atteignent leur objectif. C'est pas ça. Mais c'est qu'elles passent sous les radars des médias. Sauf dans un seul cas, quand il y a des violences. Ou Total Énergie, parce qu'on a plus des aides. Quand il y a des violences. Des barrages. Donc en fait, bon, sur la conflictualité sociale, elle est toujours là. Il y a toujours la lutte qui est en cours, mais ça n'a plus du tout les mêmes formes qu'avant. Pour les luttes nationales, par contre, là, je ne peux pas terminer sur une note rose. Pour les luttes nationales, par contre, les choses sont plus claires. Depuis 1995, c'était déjà le dossier des retraites. Eh bien, donc ça fait 30 ans, un peu oui. Non, 38 ans. Eh bien, depuis 1995, il n'y a plus eu aucune lutte nationale victorieuse, y compris la dernière. C'est pas fini, là. Bref, l'ordre règne. L'ordre règne. Oh, quelle horreur.